bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci pour tous vos petits messages que j'ai bien reçus et également merci pour les retours que vous avez faits sur le petit cours que j'ai sorti hier. Pour information, c'est le guide du sommeil pour bien récupérer avec toutes les news, etc. Je vais vous en parler tout de suite. Si vous voulez voir un petit peu le plan, je vous ai mis un lien là dans les notes du podcast. Ça vous permettra de regarder un petit peu à quoi ça ressemble, quels sont les thèmes entre guillemets. Donc il y a les 3 états du sommeil, ce qui influence votre qualité de sommeil, à faire au réveil, donc méthode 1 à faire au réveil, les 5 objectifs à viser pour bien dormir, les 9 habitudes qui vous empêchent de dormir correctement, les 7 conseils pour bien dormir ce soir. L'heure de sieste idéale, temps et méthode pour faire la sieste inclut la méthode de relaxation, assez simple d'ailleurs à faire. Et 9e point, recabler sa façon de penser. Donc voilà, ça dure une petite heure le cours en vidéo et vous avez le support en PDF, le petit guide en PDF qui va avec, comme ça au moins ça vous permet d'avoir de quoi bosser derrière, bosser ou appliquer les conseils que vous avez entendus. Donc tout ça, ça se retrouve dans les notes du podcast pour ceux qui ont du mal à dormir, qui ont du mal à récupérer. Et voilà. Bon, premier sujet du podcast, c'est que j'ai pas mis dans l'ordre d'ailleurs, c'est les hommes doivent manger plus que les femmes. Alors en fait, c'est un sujet à moitié polémique. Vous avez vu actuellement que le mode de vie par défaut, c'est la polémique. C'est-à-dire que si on s'en fout des informations, de ce qui est dit, de la qualité des infos, de toutes ces choses-là, ce qui compte aujourd'hui, c'est la polémique. Et ça se comprend, encore une fois, je vous le dis, même si pour nous le Covid a été dramatique, et ça s'est révélé être une aubaine pour tous les médias. Il ne faut pas oublier que la presse papier et la presse même télévisuelle, radio et tout, tirent la langue sévère. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de supports, des supports indépendants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui n'importe qui peut faire son petit reportage avec sa caméra, avec son téléphone, et forcément, c'est des parts d'audience en moins. Bon, donc voilà, ils se sont rendus compte que aujourd'hui on se retrouve à avoir quasiment que ceux qui ont connu, je sais pas si vous avez connu les magazines qui s'appelaient Entrevue et Choc, les trucs comme ça, qui se basaient que là-dessus en fait. C'était de la presse papier à l'époque. C'était que vraiment pour essayer d'avoir du contenu un peu choc, un peu qui attire l'œil en fait. Et on se disait, c'est ridicule, ils abusent de ça. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte que des grands groupes, des grands médias, je sais pas comment on dit, des grandes chaînes d'information, utilisent ces choses qu'on critiquait quelque temps, en fait. Dès qu'il y a du sensationnel, un bout de sein, un mort, tout ce qu'on veut. Allez hop, vite, c'est le sujet du moment. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que là, en fait, Koh-Lanta, ils disent Koh-Lanta, les hommes ont-ils vraiment besoin de manger plus que les femmes ? Donc c'est un article là que vous pouvez aller lire sur Yahoo Life. Donc mardi 19 avril 2022, une récompense a divisé le camp des rouges. Plusieurs des hommes aventuriers ont affirmé haut et fort qu'ils méritaient plus de nourriture que leurs camarades féminines. Des propos que certains qualifient de sexistes, tandis que d'autres pointent une simple réalité physiologique. Pour démêler le vrai du faux, nous avons posé la question à un nutritionniste. Bon, ils en parlent, etc. Déjà, la réalité, c'est que les hommes ont plus besoin de manger que les femmes. Ça, c'est sûr. Enfin, tout le monde a bien vu les besoins caloriques. Vous qui êtes un petit peu dans le monde de la diète, dans le monde de la nutrition, vous avez vu que très souvent, on va dire 2000-2200 pour un homme et 1008 à 2000 pour une femme. Donc déjà, c'est même admis
grossièrement, et même pour les médecins qui n'ont même pas reçu de formation nutritionnelle, on va dire, ou alors qu'une ou 2 heures ou une journée peut-être dans leur cursus. Je parle pas des médecins nutritionnistes, je parle de les recommandations de base, c'est ça, quoi. Il y a des gens qui ont établi que pour les femmes, c'était un petit peu moins que pour les hommes. Les poids de corps sont différents, les tailles sont différentes, le taux de masse musculaire est différent, etc. Après, il y a le cas de la femme enceinte, et il y a également une autre dimension qu'il faut prendre en compte, c'est là l'aspect compétition, l'aspect survie, etc. Donc en fait, personne n'a tort ou raison dans le truc. Oui, clairement, physiologiquement, les hommes ont plus besoin de manger que les femmes, mais encore faut-il voir de qui on parle. Si on a René sédentaire qui fait rien de sa journée, assis sur une chaise ou sur son canapé à bosser sur un ordinateur, et qu'en face on a Sandra qui est nageuse professionnelle, qui passe 5 heures dans le bassin, 2 heures à la salle de muscu, et qui est très active, effectivement elle aura besoin de manger plus. Mais je pense qu'il parle d'activité égale, etc. Après, là, dans l'idée... donc moi, ma partie, c'est plutôt nutrition. Donc effectivement, si on parle à peu près de manière standard et équivalente, l'homme devra manger un petit peu plus par rapport à son surplus de masse musculaire et tout ça. Mais... dans un contexte de survie, de compétition où tout le monde tire la langue, c'est mal perçu de manger plus. C'est un peu comme, vous savez, quand on se retrouve à table avec des amis, et en fonction du gabarit, y en a qui auraient des plus grosses assiettes que d'autres. Ça crée de la frustration. Non, on partage à part égale. Et puis les plus grands ont un peu plus faim, les moins grands mangent plus à leur faim, mais c'est pas grave, on est à part égale, c'est comme ça. Enfin, moi, il me semble, ça me viendrait pas à l'idée de dire, écoute, j'ai plus de masse musculaire, donc je dois manger plus. Et c'est là qu'on voit que les comportements, quand on est soumis à la faim, etc., que les comportements commencent à se... les comportements de survie, etc., commencent à s'installer, quoi. Moi, j'aimerais pas faire ce genre de truc. Je pense que je tue quelqu'un avant la fin. Ça, c'est sûr. Je pourrais pas faire ce genre d'émission, de trucs. Je pense que j'aurais du mal à tenir, en fait, socialement. Voilà. C'est pas la faim et tout ça, mais socialement, de voir les comportements des gens et tout, je pense que ça me ferait devenir fou. Mais c'est intéressant de voir à quel point on peut soulever ce genre de questionnement, et que là finalement une personne a dit, mais est-ce qu'on peut pas remettre en question cette notion de les hommes doivent manger plus que les femmes, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que même le traité de sexiste et tout, je trouve ça bizarre. Alors, ces propos ont rapidement été taxés de sexisme par plusieurs dizaines d'internautes, à tel point que le jeune homme de 28 ans, alors visiblement c'est un mec qui a dit ça, a tenu à s'expliquer sur Instagram, affirmant « Je suis désolé pour ceux qui ont pu penser qu'il s'agissait de propos sexistes ». C'est fou comme il faut toujours se défendre de tout. En fait, il y a même la nutritionniste là dans l'article le dit, c'est comme ça, elle dit, ça commence par ça, c'est un fait largement admis en médecine et en nutrition, les hommes ont besoin d'un apport calorique plus élevé. Voilà. Et en plus, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, les hommes ayant une masse musculaire plus élevée, ont un métabolisme de base, c'est-à-dire des besoins énergétiques incompressibles plus élevés, des besoins nutritionnels plus élevés. Mais c'est comme ça, il n'y a pas besoin de... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à vouloir tout égaliser, on peut avoir un bon comportement, mais il faut accepter que si les personnes veulent tous la même part, celui qui a un gros gabarit va souffrir plus. Mais après, c'est un choix qu'il a fait, peut-être, de souffrir plus. Mais il faut être conscient que le gringalet mange plus à sa faim que celui... Et pas besoin de parler de homme-femme. Hein. On peut parler d'un mec qui pèse 70 kilos et un mec qui pèse 90. Si les deux mangent la même portion, celui de 90, il tire un peu plus la langue. Mais c'est comme ça, c'est normal, quoi. Mais après, quand il retrouvera une alimentation normale, il mangera plus. Mais là, il faut rationner, quoi. Enfin bon, je trouve que c'est des polémiques qui en viennent
à des trucs étranges, quoi. En fait, on enlève le côté nature humaine et on garde donc physiologie, biologie et tout, et on garde vraiment que la morale. C'est Nietzsche qui disait la morale a été inventée par les faibles pour se protéger un peu des forts et des violents, ou je sais plus trop ce qu'il racontait. Qui dit ça ? J'ai entendu ça il y a pas longtemps. Je sais plus si c'est dans un podcast ou dans un bouquin. Que la morale avait été inventée par des gens faibles, en fait, pour retrouver un peu de force, parce que finalement, les vrais barbares, ceux qui avaient de la vraie force physique, en fait, ils terrassaient tout sur leur passage, et les faibles, un jour, se sont dit, tiens, on va inventer un truc qui va nous mettre au-dessus de ces gens-là, et on va être mieux vus. Et ils ont réussi, parce qu'aujourd'hui, c'est la morale qui prime au monde physique, en fait, à la physicalité, voilà. Bon bref, on continue dans le podcast, ça fait déjà 10 minutes que je parle sur ce sujet. On va partir sur un deuxième sujet, un petit peu plus sympa, un petit peu plus drôle, un petit peu plus motivant, puisque c'est 10 règles de motivation. Bon alors, à quoi ça ressemble, ce dont je vous ai parlé ? Alors, 10 règles de motivation, je vous ouvre ça et on démarre. Alors, c'est un article qui est arrivé sur Positive News. Donc c'est un journal anglais, je crois, et qui s'appelle « Comment puis-je améliorer ma motivation à faire de l'exercice ? 10 conseils scientifiques ». Attention, conseils scientifiques, c'est toujours plus parlant, quoi. Après, pourquoi j'aime bien parler de ce magazine ? Parce qu'en fait, c'est un magazine qui essaie de parler de choses plutôt positives, hein. C'est pour ça que ça s'appelle positive.news. Et on voit que même dans le positif, ils n'arrivent pas forcément toujours à inclure du positif, parce que quand ils donnent les chiffres de cancer et tout au début, c'est pas ce qu'on attend d'un truc positif. Mais bon, parce que c'est plutôt démoralisant, plutôt alarmant, quoi. Bref. Donc ils disent là... Bon, déjà, ma traduction, elle va être approximative, hein, donc faites attention. Selon les psychologues, il existe 2 principaux types de motivation, donc la motivation extrinsèque, et la motivation intrinsèque, donc extrinsèque venant de l'extérieur, donc un facteur motivant extérieur, et intrinsèque venant de l'intérieur, donc de s'auto-motiver. La motivation intrinsèque provient, bon voilà, je ne vais pas redire la même chose. Vous pouvez augmenter votre motivation intrinsèque en identifiant pourquoi l'exercice est important pour vous. Donc ils disent, petit 1, identifiez votre pourquoi. Vous souhaitez faire du sport pour votre santé, pour vos enfants ? Est-ce pour la façon dont l'entraînement vous fait vous sentir ? L'exercice a des avantages à long terme pour la santé et la fonction des avantages pour vos enfants et des effets immédiats sur l'humeur et la vitalité. Ouais, ça, c'est pas partagé par tout le monde. Une personne qui n'aime pas le sport, qui n'est pas en santé, qui décide de se mettre au sport, après sa séance, il se sentira pas mieux. Ça, c'est ce qu'on veut lui dire pour qu'il le fasse. Mais souvent, la personne se sent sur les rotules et elle a pas envie d'y retourner. Donc ça, c'est une fausse croyance. Pour se sentir bien, je pense que faut être convaincu de ce qu'on est en train de faire, il faut avoir un minimum de passion et d'intérêt, et l'idéal étant d'avoir des potes, quoi, pour partager, quoi. Donc c'est vrai qu'identifier le pourquoi, de savoir pourquoi on le fait, c'est vrai que c'est une bonne chose, quoi. Connaître son point de départ, pourquoi ? Parce que j'ai un corps de lâche, un corps de traître, comme on dit aujourd'hui, ou alors parce que j'ai ma santé qui commence un petit peu à décliner, ou alors je sens que c'est le moment de prendre soin ou de retrouver une forme. Enfin bon, bref, voilà le pourquoi, quoi, tout simplement. Deuxième point, ils disent faites de l'exercice avec des amis. Donc ouais, ça c'est vrai que c'est motivant pour beaucoup de personnes, mais après faut faire attention parce que ça peut on peut être dépendant après des autres, et ce qui fait que quand les autres ne sont plus là, et on sait que les autres parfois ne sont plus là, puisque il suffit qu'il y en a un des potes qui se mettent en couple et on le voit plus, ou qu'il y en a un qui fasse plus d'heures au travail et il abandonne le sport. Donc il faut pas non plus que le sport soit trop conditionné par les amis. Par contre, ça peut être intéressant de temps en temps de faire avec les amis, notamment quand on sent qu'on n'a pas envie d'y aller.
ça peut être intéressant d'envoyer un message à un pote qui va un petit peu plus nous motiver, quoi. Il y en a toujours un des deux, en règle générale, qui motive l'autre, quoi. Après, quand les deux sont pas motivés, ça craint, quoi. Ça finit au fast-food. Troisième point, offrez-vous des récompenses conditionnelles. Donc, récompensez-vous avec un nouveau vêtement ou des chaussures dans lesquelles vous aimerez faire de l'exercice. Assurez-vous de rendre la récompense conditionnelle à une certaine quantité d'exercice. Vous devez donc la mériter. Effectivement, faire attention à ça, parce que si c'est de la récompense immédiate après l'effort, la muscu notamment, qui est quand même assez fréquente, c'est-à-dire que la cadence d'entraînement est assez élevée, c'est-à-dire qu'on s'entraîne du lundi au vendredi, en règle générale. Hein. Enfin, quoique maintenant, il y a des nouvelles modes où il y a des gens qui disent 2 à 3 fois par semaine. Enfin bon, bref. Donc, on s'entraîne du lundi au vendredi, en règle générale, en splittant. Et si vous vous retrouvez à avoir un cadeau à chaque fin d'entraînement, un nouveau vêtement et tout, soit faut être riche, soit, enfin, ça tiendra pas, quoi. Donc, mieux vaut avoir passé un certain nombre de temps de séances avant de s'offrir le fameux vêtement. Sinon, on peut s'autoriser moi, ce que je donnais comme conseil, souvent, je disais aux gens, prenez l'ensemble des trucs plaisants que vous aimez faire. Je sais pas, par exemple, lire un bouquin, une BD, peu importe, un comics, un livre, regarder une série, jouer à un jeu vidéo, peu importe le style de divertissement que vous avez dans votre journée. Et en fait, servez-vous de ça comme récompense de l'entraînement. C'est-à-dire, il faut être capable de vous punir le jour où vous l'avez pas fait, en fait. De manière, justement, à avoir... moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. J'aime bien avoir des catégories dans la journée, de pas me faire plaisir avant d'avoir fait le job, quoi. Bon, sauf en vacances, etc. Mais de plutôt avoir une forme de hiérarchie des priorités, quoi. D'abord, je fais l'effort, le sport, parce qu'il y a des jours où on est passionné, on est content, il y a des jours où on l'est moins, où la journée a été plus éreintante, comme tout le monde, hein. Alors, c'est toujours une ressource de faire du sport, c'est toujours plaisant, mais il y a des fois où vous avez dû le ressentir, il y a des fois où ça tombe, c'est carrément du divertissement tellement qu'on se régale, et il y a des jours où on se dit, allez, faut faire le job, quoi. Et bon, bah, ces jours-là, je vous déconseille de mettre le plaisant avant l'effort, sinon vous aurez du mal à vous entraîner, quoi. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, le tracker d'activité, donc l'équivalent, j'imagine, du Fitbit, etc. Le fait d'avoir ça permet de se motiver pour certains à en faire plus. D'ailleurs, j'ai publié une étude dans les mails du matin en VIP. Si vous l'avez pas lu vendredi, allez la lire par rapport au Fitbit. Faites de l'exercice. Donc, 5e point, faites de l'exercice à la même heure chaque jour. La recherche suggère que l'exercice le matin entraîne une habitude plus rapide par rapport à l'exercice du soir, visiblement. Donc, on prend plus facilement l'habitude de faire du sport le matin que le soir. Ok. 6e point, faites une activité que vous aimez. Bon, bah ça... Commencer une nouvelle habitude d'exercice est assez difficile. Bon, quelque chose que vous aimez, vous pouvez aussi cumuler les choses, hein. Par exemple, vous voulez faire absolument du yoga parce que c'est quelque chose qui vous plaît, ou de la danse parce que c'est quelque chose qui vous plaît, mais vous savez que pour avoir le fessier de rêve ou pour avoir les pectoraux de rêve, etc., c'est la musculation. Eh bien, faites une part de musculation et une part de votre activité plaisir. Et ça peut être comme ça, c'est-à-dire, ok, je vais faire de la danse, je vais faire du yoga, le truc qui vous plaît, mais pour ça, je dois d'abord faire mes 2-3 séances de musculation. Moi, je serais toujours pour l'activité physique globale, c'est-à-dire, peu importe le sport que vous faites, si c'est pour faire du sport, faites du sport. Peu importe, et autant que ça soit plaisant. Mais par contre, si vous avez des désirs d'obtenir, par exemple, un beau fessier bombé type fitness ou des pectoraux type fitness aussi, je pourrais pas vous dire faites du yoga, ça va marcher, ou faites du ping-pong, ça va marcher. C'est pas parce que vous aimez ça que ça va vous donner des pecs. Donc, j'essaye de mettre quand même de la cohérence là-dedans, de dire aux gens, vous voulez des pecs, poussez des haltères, poussez des barres, poussez des machines, faites des poulies, faites tout ça. Vous voulez des fessiers, pareil. Mais si vous avez envie d'avoir quand même un sport passion, vous pouvez l'inclure en fait dans votre routine durant la semaine, quoi. Ce qui peut vous permettre de tenir et de le mettre à la même heure de préférence, comme ça au moins ça vous permet d'avoir une bonne habitude, quoi. Bon, bref. 7e conseil qui donne, commencez léger, donc petit, laissez-vous vouloir plus. Alors je sais pas ce que ça veut dire, plutôt que d'en faire trop. Oui, c'est vrai que gardez-en sous le pied.
c'est vrai que ça, c'est une bonne technique de créer une petite frustration. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous allez vous entraîner aujourd'hui, si vous n'êtes pas très motivé, ne cherchez pas à en faire plus, à aller au bout, à vous dire « ouais, j'étais fatigué, mais malgré tout, je suis allé loin ». Essayez d'en faire légèrement moins que le maximum et d'en garder un petit peu sous le pied, en fait, pour créer une légère frustration de ne pas être allé à fond. Ça aide parce que sinon, si vous y allez à fond, vous allez vous retrouver, si vous êtes déjà sur les rotules, vous allez vous retrouver encore plus sur les rotules. Et la problématique, c'est que le lendemain, vous irez pas, quoi. Vous aurez pas envie. Vous aurez pas envie d'y aller. Et de créer une petite frustration, c'est pas mal, quoi. Ça maintient le désir. Parfois. Hein. Après, parfois, faut y aller à fond. Et voilà. Mais bon, quand la motivation est pas là, ça sert à rien de vous cramer nerveusement, quoi. Parce que souvent, la motivation, elle est pas là quand nerveusement, vous avez pas forcément la gouache. 8e point, obtenez une liste de lecture. Écouter de la musique entraînante améliore l'humeur pendant l'exercice et réduit l'effort perçu, ce qui entraîne une augmentation du rendement au travail. Ces avantages sont particulièrement efficaces pour les formes d'exercices rythmiques et répétitifs comme la marche et la course. Donc en fait c'est une liste de lecture, donc une playlist gonflée, c'est-à-dire une playlist qui vous... Alors c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir une playlist dédiée au sport. Pendant une période, moi je faisais ça, j'avais la playlist de sport, la playlist... D'ailleurs, la playlist de sport, elle démarrait dans la bagnole. C'est-à-dire que pendant que je me rendais à la salle de sport, je balançais déjà la playlist du sport. Et quand vous l'avez déjà utilisée, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le conditionnement est fait. Et vous avez le bon conditionnement, cette musique égale salle de sport, on a presque même les odeurs en même temps qui arrivent. Mais essayez d'avoir une playlist différente pour d'autres activités, par exemple pour aller bosser le matin, essayez d'avoir une autre playlist pour aller, je sais pas moi, quand vous partez en vacances, il y a une autre, quand vous vous détendez, il y a une autre, parce que sinon vous savez pas... Là où vous aurez le plus de sentiments, ça va ancrer à ça. Donc, admettons, si vous avez beaucoup d'appréhension d'aller au boulot et que vous mettez une playlist de musique, c'est dommage de vous créer de l'appréhension d'aller au boulot juste avant d'aller au sport, en fait, finalement. Donc, faut faire attention aux ancrages et essayer d'avoir votre playlist sport, quoi. Si vous utilisez Spotify ou... D'ailleurs, je sais pas je pense que ça doit être Spotify, le truc qui est le plus utilisé en France pour écouter de la musique. Moi, c'est ce que j'ai, en tout cas. Bon bref, on s'en fout. Le 9e point, emmenez votre chien en promenade. Bon bah ouais, mais il faut un chien déjà, ou celui de quelqu'un d'autre. Ah oui, bah c'est pas bête. Les promeneurs de chiens marchent plus souvent et plus longtemps que les non-promeneurs de chiens. Et ils déclarent se sentir plus en sécurité et plus connectés socialement dans leur quartier. Ah oui, ça c'est intéressant parce que du coup ils connaissent mieux les autres, etc. Parce qu'ils sont plus souvent dans le lotissement, quoi. Bah ouais, ça peut être. J'aime bien le truc où celui des autres. De dire bon votre chien je peux le promener si vous voulez. Après les gens ont toujours peur de l'abus, quoi. Dire il vient tous les matins nous prendre le chien, mais ça peut être intéressant effectivement si vous en avez pas à vous d'utiliser celui des autres, quoi. S'engager financièrement. Donc la théorie, donc ça c'est le dernier point motivant, de motivation. La théorie économique comportementale reconnaît que les humains sont motivés par l'aversion aux pertes. Ah oui, par exemple, vous avez besoin de perdre 10 kilos. Vous venez me voir, vous me dites Théo, je te donne, l'équivalent de une somme en fait que vous n'avez pas envie de perdre, que vous avez de côté et que vous n'avez pas envie de perdre. Si c'est 100 €, c'est 100 €, si c'est 1000 €, c'est 1000 €, peu importe. Et cette somme, vous me la donnez. Vous me la donnez, mais je la dépense pas évidemment. Vous me la donnez. Et si donc on estime, 10 kilos à perdre, on donne 1 an, admettons, pour perdre les 10 kilos. Comme ça, on est large, super large. Hein. Moi, j'aurais plutôt dit 6 mois, mais on va dire 1 an. Et dans 1 an, si la personne n'a pas perdu ses 10 kilos, je conserve l'argent. Si elle les a perdus, je peux lui rendre. Et en fait, c'est une méthode qui marche très bien par la perte, quoi. Les gens ont tellement peur de perdre leurs économies que coûte, ils vont y arriver, quoi, à perdre ce poids. Après, quels sont les moyens qu'ils vont utiliser? Est-ce que ça va se maintenir dans le temps? Ça peut être intéressant de l'utiliser après aussi pour le maintien. C'est-à-dire de maintenir ça, quoi. C'est fou, en fait, parce que l'argent, la perte d'argent, c'est visuel, c'est chiffrable, alors que la perte de santé,
Avec le surpoids, on s'en rend pas vraiment compte parce que déjà avec toute cette histoire de body positive, de tout ça, on s'est amusé à faire croire aux gens qu'on pouvait être largement en surpoids et en bonne santé parce que les gens se sont dit bon, image positive du corps, donc on n'est pas en mauvaise santé, donc ils ont fait des amalgames entre image corporelle et et santé. Et ça, il faut pas faire cet amalgame. C'est-à-dire qu'on peut très bien trouver une personne très belle et pourtant cette personne est malade. Je sais pas si vous comprenez. Une personne malade, donc qui a une maladie grave, peut être très jolie. Mais le fait d'être vue comme jolie ne lui enlève pas sa maladie. Donc une personne en fort surpoids peut être très jolie, peut être acceptée, peut être tout ce qu'on veut en fait, comme n'importe quel individu. Mais ça n'enlève pas le fait qu'elle soit à risque de, par exemple, du Covid ou de maladies cardiovasculaires ou peu importe. Il faut pas. Et en fait, je lisais d'ailleurs que toute cette histoire de body positive, de tout ça, avait fait empirer finalement le surpoids et l'obésité, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui s'étaient mis à accepter ça, et certains même disent que la grossophobie, finalement, c'est pas si mal dans certains cas, parce que par inconfort social, les gens se maigrissent. Alors que l'inverse, de tout voir en positif, ça maintient les gens en mauvaise santé. Donc, encore une fois, est-ce qu'on défend la morale ou la santé réelle ? Est-ce qu'on s'attaque à la santé physiologique ou à la santé mentale ? C'est toujours très, très, très ambigu. Moi, je sais quand j'étais en surpoids, le fait qu'on me dise ou que je vois dans le regard des gens que t'es un peu en surpoids, quoi, t'es gras, c'était peut-être les gifles nécessaires que j'avais besoin de prendre. En tout cas, moi, c'était les gifles nécessaires que j'avais besoin de prendre pour maigrir. Donc moi, je préfère ça plutôt que faussement on me dise à l'époque t'es magnifique, quoi. Parce que le t'es magnifique, mais finalement personne veut se mettre avec toi. C'est pire que de dire personne se met avec toi parce que t'es moche en fait, parce que tu plais pas trop, parce que t'es un peu trop gras, tu vois. Au moins on a une explication. Mais te dire t'es magnifique et personne vient avec toi, parce que quand on est fin d'ado, on est encore sur le physique, hein, on pense pas à l'intérieur, les ressources et toutes ces choses là. Et ça crée plus un bug qu'autre chose, quoi. De dire, mais je comprends pas, tout le monde me dit que j'ai tout pour moi, que je suis magnifique, que je suis beau, que je ferai le bonheur de quelqu'un, et finalement, il y a personne. Oui. Parce que la morale l'emporte sur la réalité, et que quand on se rend compte que c'est un peu un monde de faux cul, ce monde de l'obésité et tout ça, on se dit peut-être que soit on pense que tout le monde va changer de point de vue et voilà, soit on se dit maintenant je me mets un coup de pied au cul et je me sors de là, puisque je sais très bien que ça changera pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait, honnêtement. Je me suis dit, il n'y a pas de mode de vie où je peux être en surpoids et avoir le même regard posé sur moi qu'une personne qui ne l'est pas. Ça ne changera pas, et même si les gens le disent, je pense que c'est même c'est sûr, les études l'ont montré que c'était dans nos gènes, dans notre nature, dans nos réflexes archaïques en fait. On perçoit pas les gens de la même manière s'ils sont pas en surpoids, musclés, pas musclés, etc. C'est comme ça, on n'y peut rien. Bon. Et donc c'était intéressant, c'est pour ça, c'était un autre article que je lisais, que finalement la sphère body positive et tout a fait plus de mal, parce qu'ils ont montré beaucoup plus de personnes en surpoids dans les télévisions, sur les couvertures et tout, et ça, beaucoup de gens, au lieu de se dire tiens, je voulais faire un régime mais finalement j'en fais pas, donc ils sont restés en surpoids et qui sont aujourd'hui ont peut-être eu des problèmes de santé depuis. Et à l'inverse, la grossophobie qu'on veut balancer au fond du puits, qui est le mot en fait qu'on veut balancer au fond du puits, mais c'était la stigmatisation des gens en surpoids, ça ferait plutôt reculer l'obésité. Mais par contre, c'est totalement immoral en fait de cautionner ça, mais ça fait reculer l'obésité. C'est quand même fou. Donc il faut peut-être changer les mots. Et encore une fois, moi je dis, il ne faut pas détacher le côté santé, c'est-à-dire que de mélanger image de soi
santé, donc santé réelle du corps, faut faire attention. C'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que ça peut être tout noir et tout blanc. C'est-à-dire qu'on peut trouver quelqu'un magnifique, pourtant elle est au plus bas au niveau de sa santé. Et à l'inverse, une personne très haute au niveau de sa santé, donc avec tous les marqueurs au vert, nickel, elle fait tout ce qu'il faut pour la prévention et tout, peut être au contraire totalement inacceptée. Voilà, ça peut fonctionner, quoi. Donc il faut juste pas mélanger tout, quoi. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre ? Non, c'est tout. Je voulais parler d'une question. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question par rapport au timecode pour les sujets du podcast, qui voudrait avoir les timecodes. Alors, c'est pas super simple à faire, surtout que le montage et tout, c'est moi qui le fais pour les podcasts. Si quelqu'un a envie de le faire, le mettre en commentaire, il est le bienvenu. En règle générale, de toute façon, il y a que 2 ou 3 sujets, il y en a pas 10 non plus. Donc ça peut être intéressant de le mettre. Moi perso, voilà, je vous mets un petit sommaire sans le timecode dans les notes de l'épisode sur le site, hein, pas sur YouTube et ailleurs, mais sur le site, vous avez le sommaire en général. Et mais bon, si après quelqu'un veut mettre le timecode en commentaire, il peut le faire. Mais moi, je sais que je le ferai pas, quoi. Je vous le dis. Voilà. Je suis un petit peu ric-rac sur les process de montage et tout. Déjà, j'ai pas envie de me rajouter du temps. Voilà. Si vous avez par contre envie d'améliorer votre sommeil, j'avais déjà fait un cours il y a quelque temps. Là, c'est la deuxième partie, mais qui s'additionne à l'autre. C'est pas de la redite, c'est vraiment des nouveautés. Donc allez le voir, ça s'appelle Guide du sommeil pour bien récupérer. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Et puis sinon, je vous souhaite un très bon entraînement, une bonne semaine, mangez correctement. Là, c'est la dernière ligne droite, on va dire, avant les vacances, les vacances pour beaucoup, vous êtes déjà en vacances, mais moi quand je parle de vacances, je parle des vacances d'été. Donc là, ça devient intéressant de se prendre un peu au sérieux au niveau de l'entraînement et tout. On arrive fin avril, donc là, si vous n'avez pas les abdos, c'est le moment de vous y mettre. Là, c'est le dernier moment pour démarrer et pas être trop en stress et faire trop de flotte, trop de rétention d'eau avant l'été. Voilà. Donc, allez voir d'ailleurs sur le site, ceux qui l'ont pas fait, allez lire mes 6 semaines pour sécher, là, vous le retrouverez de toute façon sur le site, dans la partie programme, sur la perte de graisse. C'est le meilleur contenu que j'ai pu faire sur la perte de graisse. Vous avez 3 heures d'audio, donc si vous aimez les podcasts comme en ce moment, allez voir. Je vous mets le lien là dans les notes de l'émission d'ailleurs. Et il y a une partie texte aussi avec le plan alimentaire, plan d'entraînement et tout ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Sinon, on se retrouve tout de suite dans les notes. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.